Ce soir, je serai ton guide alors que nous embarquons pour un voyage mythique à travers le temps. Un voyage qui nous mènera à vivre et à respirer aux côtés des Amazones. Ce groupe de femmes guerrières dont la force, l'intelligence et la puissance rivalisaient avec celle des dieux grecs eux-mêmes. Avant de commencer notre voyage de ce soir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires apaisantes. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, le peuple des Amazones ne vivait pas dans la forêt amazonienne. Non, les véritables racines des Amazones nous ramènent loin, très loin dans le passé, à l'époque de la Grèce antique, au jour d'Hercule, de Dionysos, d'Artémis et de Thésée. Bien au-delà des sommets escarpés et immaculés des montagnes du Caucase, à la frontière entre l'Europe et l'Asie, il existait autrefois un village, à l'origine de légendes et de rumeurs qui parcouraient le monde entier. Ce village, adossé aux montagnes, était niché dans les contreforts, entouré de vastes plaines verdoyantes et de prairies ondoyantes, perte de vue. Le village était simple, des habitations semblables à des huttes, chauffées par le bois coupé dans la forêt voisine, des jardins florissants et des écuries ornées de sel et de brides finement travaillées. Pourtant, il y avait quelque chose d'inhabituel dans ce lieu. Ce village était composé uniquement de femmes, des femmes fortes et puissantes, qui portaient à leurs hanches d'immenses épées, comme s'il ne s'agissait que de sacs de plumes. Elles avaient toujours des boucliers d'or attachés dans leur dos par de fines lanières de cuir, des boucliers ornés de motifs minutieusement peints à la main, façonnés à la forge du village même. Leurs vêtements étaient tissés de leurs propres mains, à la lueur des bougies ou sous le soleil éclatant qui semblait veiller en permanence sur leur contrée. Elles portaient des robes de lin beige ou blanche, qu'elles pouvaient aisément nouer en pantalon lorsqu'il leur fallait monter à cheval ou partir au combat. Chacune d'elles possédait un casque d'or pour protéger sa tête et de longues tresses savamment entrelacées qu'elle lavait dans la rivière après avoir travaillé au champ ou parcouru des terres lointaines. Elles étaient toutes fortes, d'une beauté à couper le souffle et d'une intelligence vive. Tandis que, dans les sociétés dirigées par les hommes, les femmes étaient reléguées aux tâches domestiques et au silence. Les femmes du peuple des Amazones menaient une existence tout à fait différente. Et cela, elles le devaient en grande partie à leur reine, Hippolyte. On disait qu'Hippolyte était la fille d'Arès, le dieu de la guerre, et à la voir, que ce soit dans la vie ou sur un champ de bataille, nul ne pouvait en douter. Hippolyte dominait toutes les autres Amazones d'une tête et surpassait de loin la taille des hommes. Ses traits respiraient la force, la confiance et la sagesse. Son sourire, souvent dessiné sur ses lèvres, accentuait les lignes affirmées de sa mâchoire. Elle portait à la taille et en travers de sa poitrine une ceinture de guerre que lui avait offerte son père. Elle y puisait une force supplémentaire nécessaire à la lourde tâche qui lui incombait. Bien qu'elle fût la fille du dieu de la guerre et la chef du groupe de femmes le plus puissant que le monde ait jamais connu, Hippolyte était une femme qui aimait profondément la vie. Son rôle de reine des Amazones l'avait conduite à la conquête de nombreuses cités et royaumes, mais aussi à l'édification de nouvelles terres aux quatre coins du monde. Par-dessus tout,
Hippolyte aimait son peuple avec une loyauté farouche et indéfectible. Elle considérait chacune des femmes de sa tribu comme sa fille, sa sœur, et elle les traitait comme telles. Chaque matin, bien avant le réveil du village, alors que la lune baignait encore les plaines d'une lumière argentée, Hippolyte s'étirait doucement dans ses draps moelleux et contemplait par la fenêtre son village paisible. Sa hutte, à peine différente de celle de son peuple, était perchée sur une colline qui lui permettait de surveiller les environs et les vastes plaines, le seul endroit d'où une attaque pouvait survenir. Ce matin-là, Hippolyte posa lentement ses pieds nus sur le sol froid de sa chambre. Elle sentit la morsure de l'air vif et humide des montagnes se faufiler entre les planches. L'air, frais et pur, emplissait ses poumons d'une énergie revigorante. Elle enroula une étole de laine autour de ses épaules et s'approcha de la fenêtre. Dans un léger grincement, elle l'ouvrit, laissant le vent s'engouffrer dans la pièce, soulevant ses draps et caressant ses cheveux, qu'il fit danser dans la brise constante. Elle ferma les yeux et inspira profondément. Dans le souffle du vent, elle percevait la magie de leur terre natale. Elle sentait les effluves citronnés des pins qui tapissaient la montagne derrière elle. Elle humait le parfum sucré de l'herbe sauvage qui s'étendait à perte de vue, parsemant le paysage d'un patchwork d'or, de vert et de brun. À la lumière de la lune, elle voyait les hautes herbes onduler doucement, bercées par la cadence du vent. Et si elle tendait l'oreille, elle entendait leur murmure discret, leur frémissement harmonieux, comme une chanson oubliée. En contrebas, elle observait les maisons de celles qu'elle aimait tant, de celles qu'elle voulait protéger par-dessus tout. Pas une bougie ne vacillait, pas un souffle ne troublait la tranquillité de la nuit. Ses filles, ses sœurs, ses guerrières reposaient enfin, et Hippolyte était reconnaissante de les savoir endormies, en sécurité. Au-dessus d'elle, le ciel était encore une mer de bleu céruléen, parsemée d'étoiles argentées qui scintillaient et semblaient appeler Hippolyte. Bien qu'elle n'ait pas vu son père depuis fort longtemps, elle se sentait toujours plus proche de lui lors de ces moments paisibles, et plus proche aussi de sa mère. Sa mère, Otrera, avait été la toute première reine des Amazones. C'était elle qui avait fondé cette grande lignée de guerrières et qui les avait menées jusqu'à cette terre magnifique qu'elles appelaient leur foyer. Voulant honorer la mémoire de ses parents, Hippolyte s'agenouilla doucement dans le calme de cette matinée encore endormie. Elle joignit ses mains réchauffées devant sa poitrine et murmura une prière à son père, à sa mère, les suppliant tous deux de continuer à veiller sur son peuple, comme elle-même le faisait avec dévouement depuis tant d'années. Chaque fois qu'elle priait ainsi, elle sentait une douce étincelle de connexion, presque comme un baiser déposé sur son front par ses parents, lui rappelant qu'il veillait, quelque part, sur elle. Apaisée, Hippolyte se releva pour accueillir le jour naissant et se consacrer aux tâches qui l'attendaient. Après tout, son peuple était déjà à l'œuvre, poursuivant l'édification de leur communauté. Elle descendit lentement vers le foyer situé au centre du village, savourant chaque pas. Bien qu'elle ait grandi ici, elle ne se lassait jamais de la beauté de sa terre natale. Elle aimait le parfum de la terre, cette danse subtile qu'il exécutait dans l'air à chaque foulée.
Elle aimait la façon dont les montagnes changeaient d'apparence au fil de la journée. Chaque lever, chaque coucher de soleil, chaque passage de nuages les transformait, leur prêtant des couleurs, des hauteurs et des formes nouvelles. Elle rappelait souvent à ses guerrières, ses filles, ses sœurs, de s'inspirer de la montagne, toujours forte et immuable, même si le regard des autres, des ennemis ou du monde pouvait varier. Car elles savaient en leur cœur qui elles étaient vraiment. À cette heure encore précoce, le feu du foyer crépitait à peine. Les braises s'accrochaient aux derniers morceaux de bois qui se réduisaient lentement en cendres. Hippolyte prit quelques bûches soigneusement séchées, récoltées des mois auparavant, et les déposa dans le foyer, le nourrissant doucement. Bientôt, les flammes grandirent, léchant le rebord de la cheminée. Un grand chaudron de fer était suspendu au-dessus des flammes, prêt à accueillir le petit déjeuner. À présent, plusieurs femmes du village s'étaient éveillées, prêtes à commencer leur journée et à saluer leur reine. Chacune lui souhaita le bonjour avec un sourire chaleureux, échangeant quelques paroles amicales. Dans ce village, toutes les âmes étaient proches les unes des autres, profondément liées. Leur lien dépassait de loin la simple sororité. Après tant de batailles menées côte à côte, après avoir traversé le monde ensemble, leur unité était inébranlable. Hippolyte rejoignit plusieurs jeunes femmes pour s'occuper du troupeau de poules. Elle récoltait les œufs dans des paniers tressés à la main, transmis de mère en fille depuis des générations. Tout en ramassant les œufs encore tièdes dans la paille, elle bavardait joyeusement, baignée par la lumière dorée du matin. Pendant ce temps, d'autres femmes se rendaient au jardin. Elles arpentaient la terre riche et meuble, impatientes de découvrir quels légumes seraient prêts pour la soupe du jour. Elles travaillaient en parfaite harmonie, arrachant les récoltes du sol tendre pour les passer de main en main. Certaines réparaient les systèmes d'irrigation après les récentes pluies, s'appliquant à cette tâche avec fierté et sourire. Elles avaient la certitude réconfortante d'aider les leurs, ces gens qu'elles aimaient si profondément. Une fois les ingrédients rassemblés, toutes se retrouvèrent autour du foyer. Hippolyte versa les légumes dans le chaudron suspendu, et bientôt, un parfum délicieux emplit l'air, tandis que la soupe mijotait doucement. Elles s'installèrent ensemble autour de la grande table commune et partagèrent ce repas, telle une famille unie et apaisée. Elles parlèrent des projets du jour, elles chantèrent, jouèrent à des jeux, tout en savourant cette nourriture saine et fraîche qu'elles avaient elles-mêmes préparée. Et c'est véritablement ainsi que commençait leur journée. Après le petit déjeuner, chacune s'orientait vers la tâche qui l'appelait. Certaines restaient près du foyer, nettoyant et préparant les ingrédients pour le dîner du soir. D'autres se rendaient au moulin du village pour tondre les moutons, raccommoder les vêtements ou confectionner de nouveaux habits en prévision de l'hiver qui ne manquerait pas de recouvrir bientôt la vallée d'un manteau blanc. Quelques femmes s'installaient sur de grandes couvertures étendues dans l'herbe et lisaient à haute voix, étudiant les enseignements des plus grands esprits du monde. Elles savaient que pour survivre dans ce monde, il fallait être aussi sage que forte, et l'étude occupait une place essentielle dans leur quotidien. Souvent,
Elles fermaient les yeux et se laissaient bercer par les lectures de leurs compagnes. Le doux bruissement de l'herbe tout autour d'elles, le frôlement des fleurs dans le vent, leur apportait une sensation de paix profonde, les ancrant solidement dans la sagesse qu'elles accueillaient. Dans chaque recoin du village, chacune œuvrait avec ardeur à renforcer et faire prospérer leur communauté. Bien souvent, cela signifiait cultiver leur force physique. Revigorée par le petit déjeuner nourrissant et réconfortant, Hippolyte mena un groupe de jeunes femmes, encore adolescentes, jusqu'au champ. Ce jour-là serait consacré à l'entraînement, un jour pour apprendre l'art du combat, l'athlétisme et la maîtrise parfaite de leur monture. Hippolyte débuta par une leçon de combat. Bien qu'elles fussent déjà redoutables et puissantes, il y avait quelque chose de presque magique dans la fluidité de leurs mouvements. On leur enseignait à se mouvoir avec imprévisibilité, grâce et vitesse, afin de toujours prendre leurs adversaires de court. Avec leur épée dans une main et leur bouclier doré dans l'autre, leur combat ressemblait presque à une danse. L'élégance de leurs pas suivait un rythme naturel, une cadence presque mythique qui alimentait encore davantage les rumeurs enflammées qui couraient à leur sujet. Depuis la lisière du terrain, Hippolyte observait attentivement ces jeunes guerrières s'exercer au combat rapproché. Pour un œil novice, leur geste n'était qu'un tourbillon d'or se détachant d'une mer de bleu, de brun, de jaune et de vert. Les épées et les boucliers fendaient l'air à une vitesse si folle qu'il était presque impossible de distinguer clairement leurs mouvements. Mais pour Hippolyte, elle ne se contentait pas de voir, elle ressentait chaque mouvement dans le plus profond de son être. C'était dans son sang, ancré dans sa chair. Elle percevait quand l'une penchait un peu trop d'un côté, quand le dégainage de l'épée aurait pu être plus vif, ou quand le bouclier aurait pu mieux intercepter un coup. Le son des affrontements était, pour elle, une douce musique. Le shi-ying claque. Shi-ying claque des épées et des boucliers formait une mélodie rassurante à ses oreilles. C'était la promesse silencieuse que ces guerrières seraient prêtes à se défendre, que leur puissance, unie, les protégerait. Elles étaient d'une rapidité surnaturelle, glissant sur le sol comme si elles ne le touchaient même pas. Pour toute leur férocité, il y avait chez elles une douceur, une agilité gracieuse dans chaque geste. Parfois, Hippolyte ne pouvait s'empêcher de s'asseoir dans l'herbe et de les contempler, comme on regarde une pièce de théâtre ou comme on écoute la pluie tomber doucement sur la canopée d'une forêt. C'était véritablement un spectacle miraculeux. Au bout d'un long moment, Hippolyte rejoignit ses élèves, désireuse de leur enseigner de nouveaux mouvements. Elles la suivirent à l'unisson, alors qu'elle traversait le champ avec grâce, fendant l'air du matin de son épée, tranchant de droite à gauche. Les gouttes de rosée ruisselaient de l'herbe sur ses jambes et ses pieds, la rafraîchissant alors que le soleil s'élevait lentement dans le ciel. Elles répétèrent les gestes jusqu'à la fin de la matinée. Le cœur d'Hippolyte débordait de fierté pour les femmes de sa tribu. Leur force et leur bravoure étaient sans égal. Et même si beaucoup la considéraient comme la plus puissante d'entre elles, Hippolyte savait que leur véritable force résidait dans leur unité et la confiance qu'elles se portaient mutuellement. Voyant que ces guerrières étaient prêtes pour une nouvelle activité, Hippolyte les encouragea à aller chercher leurs chevaux
pour s'exercer à la monte. Il leur fallait veiller à ce que leurs compagnons équins soient aussi préparés qu'elles, si un jour le danger venait à frapper à leur porte. Un éclair de joie illumina les visages. Enthousiastes, elles se précipitèrent vers le pré clôturé sur le côté du village, appelant leur monture. Chaque cheval vint sans hésitation, sentant dans son cœur l'importance de ce qui les attendait. Hippolyte s'approcha du champ et tendit la main avec un sourire doux. Les chevaux galopaient dans tous les sens, martelant la terre de leurs sabots, unis dans le même élan puissant. Mais aucun ne s'approchait d'elle, préférant retrouver leurs cavalières respectives. Jusqu'à ce que sa jument, une magnifique monture au pelage immaculé, croise son regard. La jument se lança dans sa direction, ses sabots frappant le sol avec une régularité parfaite. Sa course semblait presque sans effort. Ses muscles roulaient sous sa robe blanche avec une harmonie naturelle, comme si elle glissait sur l'herbe en pleine promenade. Hippolyte choisit de ne pas sceller sa jument. Lors de jours comme celui-ci, elle se sentait si connectée à son animal qu'elle lui faisait une confiance absolue. Elle la guida hors de l'enclos et grimpa avec aisance sur son dos, ses mains agrippant la crinière argentée de la jument. Derrière elle, ses guerrières faisaient de même. Plusieurs d'entre elles murmuraient des paroles tendres à leur monture, leur glissant des mots d'encouragement. Ces chevaux n'étaient pas de simples animaux pour elles. Ils faisaient partie intégrante de la famille, une extension de leur propre identité. Ils étaient traités avec les mêmes égards que les guerrières elles-mêmes, et cela était parfaitement naturel, car à leurs yeux, ils étaient des combattants tout aussi essentiels. Hippolyte jeta un dernier regard par-dessus son épaule, attendant que toutes ses sœurs lui adressent un signe d'approbation. Et, dès qu'elles furent prêtes, elles s'élancèrent. Chevaucher leur monture, c'était comme voler à travers le monde. Tout devant elles s'étendait une vaste prairie ouverte, magnifique, à perte de vue. Derrière elles, les montagnes et le village se dressaient fièrement, leur rappelant qu'elles auraient toujours un lieu où revenir. Le grondement continu et puissant des sabots résonnait en elles, comme s'ils suivaient les battements même de leur cœur. Sans autre mission que celle de savourer la liberté et la profonde connexion avec leur esprit, les chevaux galopaient aussi vite qu'ils le pouvaient. L'air des plaines caressait les femmes, les vivifiant avec les parfums de fleurs sauvages, de terres fertiles et même des embruns de la mer lointaine, par-delà les montagnes. Elles pressèrent encore davantage leurs montures, les poussant à travers la prairie, unies dans cet élan de vie. Elles étaient véritablement libres, portées à travers le monde sur le dos de leurs chevaux, comme dans un rêve éveillé. Elles sentaient la force des animaux sous elles, la cadence de leurs muscles puissants frappant la terre douce, avançant sans qu'aucune limite ne soit en vue. Hippolyte ferma les yeux un instant, se laissant bercer par la symphonie de leur chevauchée. C'était là le vrai son de son peuple. Dévouement, énergie et esprit indomptable. Mais soudain, elle sentit sa jument hésiter. Ce ne fut qu'une fraction de seconde, mais cela suffit à Hippolyte pour comprendre qu'un danger se profilait. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle ne fut guère surprise de voir un groupe d'hommes se dresser devant elle, à l'horizon.
Ce n'était ni la première, ni la dernière fois que d'autres guerriers viendraient à leur rencontre. La seule question était, pour quelles intentions étaient-ils là? Restant fièrement sur sa monture, Hippolyte observa les hommes alors que son groupe s'arrêtait derrière elle. Leur chef n'était autre qu'Hercule, ce héros légendaire, en quête d'accomplir ses travaux pour retrouver la liberté et obtenir le pardon des dieux. Hercule expliqua à Hippolyte sa mission. Il devait récupérer sa ceinture, celle que lui avait offerte son père et qui lui conférait une force surhumaine afin de l'offrir au roi de Mycène. Hippolyte connaissait bien l'histoire d'Hercule. Elle avait toujours jugé essentiel de se tenir informée des événements qui agitaient la Grèce. Et aujourd'hui, cette sagesse s'avérait précieuse. Elle savait que l'équipage d'Hercule était redoutable, peut-être pas assez pour vaincre son peuple, mais suffisamment puissant pour mettre ses femmes en danger. Hippolyte se retourna pour contempler ses sœurs d'armes, admirant leur force tranquille. Aucune d'entre elles ne portait de ceinture magique, et pourtant, elles avaient mené bien des batailles à ses côtés. Dans certains récits, on raconte qu'Hippolyte retira sa ceinture et la lança à Hercule. Elle lui souhaita bonne chance pour la suite de ses épreuves, espérant qu'un jour, la paix trouverait enfin son chemin jusqu'à lui. Sur ces paroles simples mais pleines de sagesse, elle tourna le dos à Hercule et mena fièrement son peuple de retour vers leur vie simple et paisible au village. Ce soir-là, toutes prirent leur repas ensemble dans la quiétude retrouvée. Hippolyte percevait bien que certaines étaient troublées par le fait qu'elle ait remis ainsi sa ceinture à Hercule. Pour apaiser les cœurs, elle se leva et leva son verre à la lumière des flammes dansantes du feu de camp. Elle rappela à ses sœurs que leur force ne résidait pas dans la magie d'un dieu, mais bien dans leur courage, leur détermination et la puissance de leur unité. Ces femmes le lui avaient prouvé maintes et maintes fois, et elles tenaient à honorer cela. La nuit fut emplie de chants et de célébrations, rythmée par le crépitement chaleureux des braises. Lorsque Hippolyte retrouva enfin son lit, elle tira les douces couvertures sur elle avec un profond soupir de sérénité. Il était étrange de ne plus sentir le poids familier de sa ceinture autour de sa taille, mais il aurait été bien plus étrange de supporter la perte de l'une de ses sœurs. Par la fenêtre, elle contemplait son village. Une brise légère effleurait ses couvertures et sa peau nue, tandis que la clarté lunaire baignait doucement la pièce. Elle s'imprégna de la vue de sa cité, ce lieu qui lui avait tant appris sur la persévérance et la force intérieure. Dans un murmure reconnaissant, elle adressa une prière silencieuse, et peu à peu, un sommeil profond et réparateur la prit dans ses bras, l'enveloppant d'une nuit de repos bien méritée.